Docteur Carrera, est-ce que je peux vous poser une question pendant que vous êtes là? Bien sûr, oui. En vous écoutant, on voit qu'il y a eu un retard de prise en charge parce que les gens n'osaient pas forcément appeler le 144. Il n'en reste pas moins que, est-ce que vous avez des chiffres sur l'augmentation des décès qui auraient été en fait Oui, alors, à la hausse pendant cette période où finalement... j'ai pas les chiffres genevois de surmortalité, mais effectivement, il y a eu une surmortalité pendant la première pandémie, sauf erreur. Hein. Je ne suis pas épidémiologue, mais sauf erreur. Après, il faudra aussi voir sur toute une année, est-ce que, voilà, quelle sera la somme totale. Parfois, en faisant des petites analyses, ce n'est pas suffisant. Il faut faire une analyse sur une plus longue période. Je vous remercie. Voilà, il est maintenant le temps des questions qui ont été posées par ceux qui sont derrière et celles qui sont derrière leur écran. Merci à toutes et à tous. J'ai fait une petite sélection parce qu'évidemment on n'aura pas le temps de les aborder toutes et certaines autres, on peut justement y répondre directement par écrit. J'en ai plusieurs autour des symptômes et je les ai regroupées, notamment l'une qui concernait les symptômes cardiaque ou précurseur d'un infarctus chez la femme et chez l'homme. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ça serait... j'ai l'impression de parler plutôt des symptômes chez l'homme, mais peut-être un mot, professeur Hubert. Alors, c'est une excellente question, merci beaucoup. La différence des symptômes entre l'homme et la femme, en fait, les symptômes de base sont très très similaires, mais on sait que chez les femmes, les symptômes peuvent se manifester ou être reconnus d'une autre manière. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, pourra ressentir une douleur qui est plutôt, comme je l'avais mentionné, épigastrique, alors plutôt à la base de la cage thoracique et non pas directement sur la poitrine, qui sera une expression d'une souffrance du myocarde de la coronaire droite. Alors c'est vrai qu'une phrase que j'apprends toujours aux étudiants, c'est qu'en médecine, il n'y a jamais toujours ou jamais. Il n'y a pas d'absolu. Les choses peuvent varier et il faut partir du fait que dans la majorité des cas, les douleurs sont similaires, mais toute personne peut les percevoir de différentes manières. Alors certainement, on voit des différences entre hommes et femmes par rapport aux douleurs, à la perception de la douleur, aussi à la quantité de la douleur, qui est un effet ou un phénomène, je dirais, individuel. Donc pas plus de catégories. On a entendu parler de campagnes d'information pour disons, sensibiliser les femmes à des signes qui étaient justement pas, un peu différents, pas forcément caractéristiques avec le bras gauche. Monsieur professeur Herret. Peut-être je peux juste amplifier et faire un écho par rapport aux commentaires du professeur Hubert. Un autre problème avec la différence entre hommes et femmes est bien sûr, et c'est beaucoup étudié dans la littérature, la perception du patient. C'est vrai que c'est scandaleux, mais si une femme vient aux urgences, les médecins savent qu'a priori c'est quand même avant la ménopause moins probable qu'elle ait un infarctus, donc on écoute un peu moins la femme. La douleur est quelque chose de subjectif aussi, donc peut-être les femmes qui ont, pour la plupart, en tout cas ceux qui ont fait des naissances, un peu plus d'expérience avec la douleur vont se manifester différemment. Donc il y a un vrai problème de communication avec certaines femmes qui peut être fatal parfois. Il faut faire attention. Merci pour cette précision, elle est importante. Toujours sur les symptômes, une question intéressante autour de l'angine de poitrine qui rapporte cette personne qui a posé la question. Simule ou pas simule, mais a une partie des symptômes communs à la crise d'angoisse, le serrement de poitrine, les palpitations, et au fond la question est comment faire pour les différencier. Il faut attendre d'être face à un médecin pour les différencier ou voilà, une réponse par rapport à ces symptômes. On le voit très bien d'ailleurs dans les émissions grand public ou les séries TV médicales où on voit que la personne, on a l'impression que c'est l'accident cardiaque. Merci, professeur Hubert.
Voilà, ce que j'ai mentionné lors de la présentation, merci à ce spectateur ou cette spectatrice pour cette très bonne question, ici encore. Bon, la première chose, c'est est-ce que la douleur, quel est le contexte dans lequel la douleur se manifeste, n'est-ce pas? Une douleur qui, elle, se manifeste quand je fais des très très grands efforts et probablement plutôt dans le processus de la maladie qu'une douleur qui va se manifester et qui va me réveiller au plein milieu de la nuit. Alors, c'est cette différence dans la douleur, aussi l'intensité de la douleur, mais c'est surtout le contexte dans lequel ou l'événement qui va provoquer la douleur qui va nous informer de la gravité de la pathologie. D'accord, donc ça veut dire que l'entrée aux urgences va faire, si c'est vraiment des signes extrêmement aigus, le tri aux urgences permettra de pencher plus vers une prise en charge psychologique Alors, l'aspect psychologique, il ne faut pas le sous-estimer, mais il sera toujours un diagnostic d'exclusion. Voilà, d'abord, on va vérifier... Toujours chercher la cause organique, la pathologie qui est la plus potentiellement dangereuse. On va l'exclure et par la suite, si toute autre chose est exclue, on pourra se pencher sur... Ce qu'il faut savoir, peut-être pour revenir à la question précédente, c'est que c'est cette angor, cette douleur, ce serrement dans la poitrine, effectivement, souvent est ressenti pas comme une douleur, mais comme une angoisse qui est peut-être une menace, le corps qui exprime ce symptôme qu'il perçoit comme une menace à la vie finalement. Et c'est probablement ça que les patientes ressentent et qui peut ne pas être une douleur proprement parlée, mais une symptomatologie qui est dans la cage, dans la région de la cage thoracique et qui est une oppression, un malaise et une angoisse qui s'installe. Donc on peut dire que si elle arrive, ces symptômes arrivent pour la première fois, il faut vraiment vérifier, donc exclure une maladie cardiaque. Et par contre, si c'est une personne qui a des crises d'angoisse qui peuvent revenir, voilà, il y a aussi la connaissance de ses symptômes et de sa maladie, j'imagine. Il faudra avoir exclu une pathologie autant la première fois qu'à distance, mais au moment où cette pathologie-là est exclue, il faudra en chercher une autre. D'accord. Merci. Oui. Il y avait une question qui est assez intéressante, posée par, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, à propos des tests d'effort. Comment peut-on faire un test d'effort actuellement avec un masque? Est-ce que ça gêne le test ou les résultats? Merci, professeur Herret. C'est aussi une question intéressante et relevante. C'est vrai que les pratiques changent de jour en jour. C'est ce que vous témoignez aussi quand vous regardez les nouvelles. C'est vrai qu'au service de cardiologie, pour l'instant, on faisait passablement le test effort sans masque, mais je pense qu'on ne peut plus le faire et on va faire avec masque. C'est possible de faire un effort aussi avec le masque. Il faudrait changer le masque après l'effort, je pense. Merci beaucoup. Une question un petit peu plus transversale. Quand on est en quarantaine ou en isolement, comment faire pour réduire son risque cardiovasculaire? Ou alors de ne pas l'augmenter? On peut voir ça des deux manières. C'est quelque chose que vous avez abordé au cours des différentes présentations, mais je pense que ça vaut la peine de rappeler quelques conseils. Effectivement, c'est une question importante, mais je pense que mes collègues l'ont un peu couvert pendant leur présentation. Je pense qu'il faut continuer l'activité physique. Il faut continuer à essayer de faire ces 5 fois 30 minutes d'exercice par semaine. Et il faut éviter de devenir un vrai sédentaire devant la télévision à juste regarder les nouvelles. Mais il faut s'encourager à faire de la marche. Et c'était peut-être une des bonnes façons que notre Conseil fédéral a géré la première vague, en n'étant pas aussi strict qu'en France, où on nous laissait sortir de manière plus vaste. Et si vous me permettez, j'aurais juste rajouté une petite chose sur la question précédente sur l'angine de poitrine versus l'angoisse. Il y a quand même quelques points qui peuvent nous aider quand on a une personne en face de nous. C'est déjà la durée des douleurs. En général, dans l'angoisse, ça va être plus court, et puis aussi les caractéristiques, c'est souvent plutôt ponctiforme, alors que notre maladie cardiaque a tendance à être diffuse, c'est difficile à pointer du doigt.
quand quelqu'un arrive vers nous et pointe du doigt la douleur, c'est déjà moins typique. Après, c'est vrai que pour un cardiologue, on a beaucoup de respect devant l'angine de poitrine parce qu'elle a un spectre quand même large. Donc, effectivement, on peut jauger un petit peu en fonction de la douleur, la localisation de la douleur et du temps, mais il y a un moment où, si ça se reproduit, il faut passer par des examens cardiaques, des imageries ou des imageries fonctionnelles qui nous permettent de voir comment le cœur réagit au stress. Ça peut être l'IRM de stress, ça peut être le PET-CT, ça peut être l'échographie de stress. D'accord. Merci, professeur Noble. Deux questions qui ont trait sur la prise en charge actuelle des patients qui auraient un problème cardiaque. Et c'est normal en cette période de crise sanitaire et d'augmentation des cas. Donc, deux questions un tout petit peu qui se complètent. En cas de symptômes évoquant un infarctus, faut-il se rendre aux urgences ou appeler le 144 ? Peut-être une réponse plutôt la première ou la deuxième, ou elle est... Je ne sais pas. C'est ça, c'était vraiment aux urgences ou le 144. Non, si on a des symptômes de douleur dans la poitrine, souvent il peut y avoir, comme disent nos collègues québécois, le patient est en diaphorèse, donc est transpirant. C'est une mauvaise idée de prendre le taxi ou de prendre le conjoint qui nous amène à l'hôpital, parce qu'un des risques dans les premières heures d'un infarctus, c'est le trouble du rythme. Et votre conjoint serait bien embêté d'avoir un trouble du rythme avec vous comme passager. Donc il faut appeler des professionnels qui viennent sur place. Et en général, c'est le 144 qu'il faut faire. Donc le 144 en premier. D'accord. Et peut-être que vous pouvez rester là, mais plusieurs de vos collègues pourraient répondre. Voilà, est-ce que les HUG, pendant la crise sanitaire actuelle, vont continuer à prendre en charge les patients et les patientes avec une maladie cardiaque ? Alors bien sûr, les cardiologues, on est toujours là, et on a continué pendant la première vague. On a souffert moralement de voir que les patients ne venaient pas, parce qu'on ne voyait pas ce qui se passait. Mais non, on est là. Le système de garde pour traiter les infarctus, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour traiter les infarctus. Donc aucune hésitation ? Ah non, il ne faut pas hésiter. Merci, professeur Noble. Je vous en prie, chef de service non des HUG, brefement, c'est que cette institution, elle fait tout pour pouvoir gérer les patients Covid positifs, mais en même temps de pouvoir prendre en charge toute urgence qui a besoin de venir chez nous et d'être traité au sein des HUG. Alors n'hésitez absolument pas, les HUG, les urgences et leurs services sont en plein fonctionnement et sont prêts à vous accueillir le cas échéant. Merci, professeur Hubert. Là, j'ai une question un petit peu plus technique. On vous la pose. Elle nous a été posée, bien sûr. Est-ce que la tension artérielle augmente lors d'une sténose aortique qui a dû être évoquée, et ça peut être l'occasion de parler de la sténose aortique qui, visiblement, est fréquente. Est-ce que ça vous tente ? Donc, la question, c'est est-ce que la tension artérielle augmente ? Je réponds pour la tension artérielle, je laisserai mon collègue le professeur Noble répondre pour la sténose aortique. Oui, on pourrait s'imaginer que la tension baisse quand l'orifice à travers lequel le sang doit passer est très petit, mais ce n'est pas toujours le cas. Si c'est le cas, c'est souvent un très mauvais signe que les choses vont vraiment très très mal, mais on observe ça heureusement pas trop fréquemment. Souvent, ce qu'on voit, ou ce que je vois souvent chez les personnes âgées qui ont la sténose aortique très serrée, la tension est souvent élevée parce que le patient est en stress et il y a beaucoup d'autres facteurs qui influencent la tension autre que l'orifice d'ouverture de la valve aortique. Ce que je pourrais rajouter à cette question, c'est que, en fait, quand on a une sténose aortique, il y a un obstacle à l'éjection du sang, et donc il va y avoir un gradient de pression entre le ventricule gauche et l'aorte, et donc on a la valve au milieu. Une valve normale va avoir un gradient de pression à peu près de 5 mm de mercure.
On parle de sténose aortique sévère quand il y a un gradient de pression de 40 mm de mercure. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut globalement dire que la pression dans le cœur va être peut-être à 160, et puis la pression qui sera au niveau de l'aorte sera que de 120. Donc il y a une différence de pression. Donc si quelqu'un a 200 de pression avec une sténose aortique sévère, il a probablement dans le ventricule 250 de pression, donc ce qui est énorme. Donc avec l'évolution, quand on a une sténose aortique qui est devenue sévère et qu'il est temps qu'on la traite, on a plutôt des tensions qui se sont, entre guillemets, pseudo-normalisées, on va dire. Mais c'est vrai que pas plus tard que cet après-midi, j'ai évalué une sténose aortique et la patiente avait 200 de tension. Donc, En effet. Merci, professeur Noble. Une question peut-être pour le docteur Carrera. La question est la suivante. Quels sont les risques en ne se rendant pas rapidement à l'hôpital en cas de symptômes d'AVC? Moi, je complète. D'AVC, on ne sait pas encore s'il est transitoire ou pas, mais peut-être faire cette différence-là, que même si les symptômes passent, peut-être différencier les deux situations, s'il vous plaît. Oui, alors si c'est un AVC, on dit chaque minute compte. En fait, chaque minute, vous perdez 2 millions de neurones. Donc là, effectivement, c'est un chiffre, une approximation, je vous rassure, on a des milliards de neurones. Mais quand même, voilà, 2 millions par minute. Et surtout, les premières minutes sont très importantes. C'est là où, si on traite rapidement, on peut vous sauver et faire récupérer les symptômes. Donc venez, oui, il y a pas, c'est un risque énorme. Et aussi à long terme, donc le bénéfice du traitement est net. Après, pour les AIT, donc ces événements transitoires, là, comme vous récupérez, effectivement, vous n'avez pas de déficit, tout va bien, mais l'important est de trouver la cause. Donc, comme on a vu, est-ce que c'est un problème d'arythmie? Si on arrive à identifier ça, on peut vous donner l'anticoagulation, le bon traitement. Ou si c'est un rétrécissement d'une artère, vous donnez le traitement et opérer si nécessaire. Donc, c'est surtout pour trouver la cause. Ouais. D'accord, merci. Docteur Carrera. Une question qui est la mienne, pour Sandrine Jonio, à propos de ce que peut faire le patient ou la patiente dans la connaissance de sa maladie, parce qu'il y a l'accident, le premier, puis il y a peut-être aussi la récidive, le risque de la récidive. Et je pensais que vous pouviez parler de quelques programmes qui existent au HUG. Alors, en parlant des programmes, ils sont tellement nombreux que j'encouragerais le public à se rendre sur cette fameuse page web CVC, sur laquelle vous trouverez effectivement tous les programmes en cours, que ce soit en neurologie ou en réadaptation cardiaque, par exemple. Après, l'idée de pouvoir apprendre, je pense que c'est un apprentissage, de reconnaître ces symptômes et surtout savoir qu'en cas de récidive, les symptômes peuvent être différents. Je pense à l'AVC, par exemple. Donc, c'est un apprentissage, c'est en général enseigné en unité neurovasculaire, d'apprendre à reconnaître ces symptômes et les symptômes de l'AVC. Je parle plus de l'AVC, par exemple. Voilà. Mais après, dans les consultations et les programmes, chacun peut être amené avec tous les professionnels, que ce soit les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les infirmières, à réaliser cet apprentissage et à se renseigner, à obtenir des conseils sur l'alimentation, l'activité physique, on en a parlé tout à l'heure, la gestion du stress aussi. Il y a toujours des moyens pour gérer son stress et c'est un apprentissage. Et donc ça, on est plutôt avant l'accident, la gestion des facteurs de risque. Elle commence, on en a parlé dans plusieurs c'est une bonne présentations. question avant l'accident, mais aussi après, justement, pour éviter la récidive. Comment on va pouvoir modifier ces facteurs de risque qu'on appelle modifiables pour limiter, en tous les cas, la survenue d'un nouvel accident aigu. Je dis limiter, parce que dans certains cas, notamment l'âge, l'hérédité, on ne peut pas forcément empêcher la survenue d'une nouvelle attaque cérébrale, par exemple. Merci Sandrine. Jonio, une question peut-être pas en gardant la thématique de la prévention et en revenant au confinement et au Covid et qui peut nous empêcher de faire des activités physiques et de bouger et de manger bien, etc. Comment faire pour faire passer tous ces messages en même temps quand il y a de l'angoisse aussi liée à la crise sanitaire, quand il y a toutes les questions, vous parliez des
des effets sur la santé psychique. C'est important. Voilà. Comment trouver le juste équilibre avec vos patients lorsque finalement les craintes sont ailleurs ou peuvent être déplacées. D'accord. C'est une excellente question, mais c'est effectivement c'est quelque chose qui s'apprend, je pense. Nous avons dans l'institution des professionnels qui sont là pour ça. Je pense que chaque occasion, chaque soin finalement, chaque rencontre avec un médecin, une infirmière, un physio, une ergo est une occasion d'apprentissage et de pouvoir parler. Vous savez que dans l'institution, on développe énormément le partenariat. Du coup, de pouvoir parler, je l'ai vu aussi à travers les questions tout à l'heure posées par le public, à son médecin, à son soignant, parler de ce qui vous préoccupe, voilà. Puis après, c'est dans cette discussion comment on peut apprendre à gérer ce stress, ces inquiétudes, mais voilà, c'est un exercice qui n'est pas facile quand même. Et peut-être de rajouter qu'il faut vraiment rester en contact avec son ou sa médecin et ne pas hésiter à le consulter ou la consulter. Oui, quel que soit finalement le professionnel, le lien est vraiment important. Gardez ce lien, c'est ce qu'on aurait aussi envie de vous transmettre ce soir. C'est aussi dans cette journée Cœur, Vaisseau, Cerveau, c'est ce qu'on a essayé de maintenir, ce lien avec la population, avec le grand public, de pouvoir être là pour répondre à vos questions. Et donc voilà, comme cela a été dit à plusieurs reprises, nous sommes à votre disposition et nous sommes là pour vous aider à continuer à prendre soin de vous. Merci Sandrine Geniot. Peut-être revenir sur encore un autre point qui était très important dans une présentation, je ne vais pas me tromper, sur la nécessité de poursuivre ces traitements et le point sur la polémique qu'il y a eu sur l'anti-hypertenseur au début de la première vague. Pardon. Est-ce que c'est pas quelque chose encore à répéter et comment dire est-ce que, non, la question, je vais la reformuler autrement, est-ce qu'il reste encore des questions où il y a des débats autour de molécules où on peut dire que pour les médicaments contre les maladies cardiovasculaires ou de prévention, les choses sont claires? Je pense qu'actuellement, médicalement et scientifiquement, les choses sont très claires. Malheureusement, il y a toujours des zones d'ombre dans ce domaine. Mais pour l'instant, il n'y a aucun médicament qu'il faut arrêter à cause du Covid, parce qu'on a peur d'attraper le Covid à cause du médicament ou d'un mauvais Covid. Il n'y a aucun argument. Il y avait d'ailleurs aussi la discussion par rapport aux anti-inflammatoires à un moment donné. L'OMS avait même publié un avertissement qu'il ne faut pas utiliser les anti-inflammatoires. Ce n'est pas fondé sur des bonnes bases non plus. Donc actuellement, aucun médicament va vous mettre à risque de Covid. Mais il y a heureusement des médicaments qui traitent bien le Covid. C'est pour ça qu'on a nettement moins de mortalité déjà actuellement. Donc il y a des progrès. Merci. Eh bien, on arrive au terme de cette journée qui a été très intense. Des ateliers, des conférences. J'aurais bien peut-être souhaité avoir un mot de la fin, peut-être d'un de nos orateurs ou notre oratrice, mais comme vous le souhaitez, le dernier message, je pense à vous, professeur Hubert, notamment en disant « Venez, n'attendez pas ». C'est vraiment un message extrêmement important. On prend en charge les patients et les patientes avec le Covid, mais on s'occupe aussi des autres patients. Et n'hésitez pas, les experts et les expertes sont là pour vous. Je voudrais vous remercier tous et toutes pour ces interventions vraiment de grande valeur, extrêmement accessibles, illustrées, enfin c'était vraiment passionnant. Et vous dire aussi, remercier la Fondation privée des hôpitaux, des AHUG pour tout le soutien qu'elle a apporté pour cette journée. Et terminer d'ailleurs sur une petite vidéo de la Fondation privée. Et en vous rappelant, encore une fois, vous pouvez donc mettre en replay ces conférences et partager avec vos amis. Merci beaucoup.